trouvé Novarina, mais j'ai trouvé aussi Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, dans un ouvrage qui s'appelle L'écriture comme un couteau, qui est un entretien qu'elle a eu avec Frédéric Yves Janet, qui est journaliste littéraire, je crois. Enfin, je sais pas trop. Oui, peut-être. Elle parle de ses voyages, de les temps où elle écrit, l'alternance entre les moments où elle écrit et les moments où elle part, elle bouge, elle est obligée d'aller faire la promotion de ses bouquins. Et elle dit: toutes ces activités qui sont la justification de mes voyages, rencontres avec des étudiants, des écrivains, des journalistes, me font vivre à la surface de moi-même, dans la dispersion. Ce n'est pas désagréable, cela constitue de merveilleuses vacances au sens étymologique du terme, une période de vide. Je ne supporte pas cela très longtemps, pas plus d'une semaine, surtout si j'ai un texte en cours. Dans ce cas, la prison, c'est dehors, et la liberté, le bureau où je m'enferme. C'est là que j'existe vraiment. Non pas que je me sente écrivain, je ne me pense jamais écrivain, juste comme quelqu'un qui écrit, qui doit écrire. En ce sens, il n'y a pas de quoi en faire une affaire. Si j'ai à me guérir de quelque chose, cela ne passe pour moi que par le travail sur le langage et sur la transmission, le don aux autres d'un texte, qu'ils le prennent ou qu'ils le refusent. Dans ma pratique d'écriture, j'ai tendance à situer à part le journal. Tout d'abord parce qu'il a été mon premier mode d'écriture, sans visée littéraire particulière, simple confident et aide à vivre. J'ai commencé un journal intime quand j'avais 16 ans, un soir de chagrin, à une époque où je ne prévoyais pas spécialement d'engager ma vie dans l'écriture. Si je me souviens de m'être appliquée à bien écrire au début, très vite la spontanéité l'a emporté. Pas de rature, pas de souci de forme, ni d'astreinte à la régularité. De toute façon, j'écrivais pour moi-même, pour me libérer d'émotions secrètes, sans aucun désir de montrer mes cahiers à quiconque. Cette attitude de spontanéité, cette indifférence à un jugement esthétique, ce refus du regard d'autrui, mes cahiers ont toujours été bien planqués. J'ai continué de les avoir dans la pratique de mon journal intime, quand j'ai commencé à écrire des textes destinés à être publiés. Je crois les avoir toujours, je veux dire, ne pas trop prévoir le lecteur. Ai-je réellement toujours la même écriture depuis la place, c'est-à-dire le même rythme de phrase, le même tempo d'un livre à l'autre, mais aussi plus de dépouillement? De cela, je ne peux vraiment juger. Tout ce que je sais, c'est que ce livre a inauguré, comme je l'ai déjà dit, une posture d'écriture, que j'ai toujours. Exploration de la réalité extérieure ou intérieure, de l'intime et du social dans le même mouvement, en dehors de la fiction. Et l'écriture clinique, dites-vous, que j'utilise, est partie intégrante de la recherche. Je le sens comme le couteau, l'arme presque, dont j'ai besoin. Et puis enfin, alors j'ai trouvé Novarina. Ah, ce cher Valère Novarina. Novarina. Alors là-dedans, moi je crois que je pourrais lire la totalité de ce bouquin. Mais... si vous ne deviez écouter qu'un texte, c'est celui-ci. Et surtout si vous aimez écrire.
devant la parole, donc. Voici que les hommes s'échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne se forgeant plus qu'une monnaie. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons enfin égaux aux animaux, car les animaux n'ont jamais parlé, mais ont toujours communiqué très très bien. Il n'y a que le mystère de parler qui nous séparait d'eux. À la fin, nous deviendrons des animaux, dressés par les images, hébétés par l'échange de tout, redevenus des mangeurs du monde et une matière pour la mort. La fin de l'histoire est sans parole. Qu'est-ce que les mots nous disent à l'intérieur, là où ils résonnent? Qu'ils ne sont ni des instruments qui se troquent, ni des outils qu'on prend et qui se jettent, mais qu'ils ont leur mot à dire. Ils en savent sur le langage beaucoup plus que nous. Ils savent qu'ils sont échangés entre les hommes, non comme des formules et des slogans, mais comme des offrandes et des danses mystérieuses. Ils en savent plus que nous. Ils ont raisonné bien avant nous. Ils s'appelaient les uns les autres bien avant que nous ne soyons là. Les mots préexistent à ta naissance. Ils ont raisonné bien avant toi. Ni instrument, ni outil, les mots sont la vraie chair humaine et comme le corps de la pensée. La parole nous est plus intérieure que nos organes de dedans. Les mots que tu dis sont plus à l'intérieur de toi que toi. Notre chair physique, c'est la terre, mais notre chair spirituelle, c'est la parole. Elle est l'étoffe, la texture, la tessiture, le tissu, la matière de notre esprit. Parler n'est pas communiquer. Parler n'est pas s'échanger et troquer des idées, des objets. Parler n'est pas s'exprimer. Désigner, tendre une tête bavarde vers les choses, doubler le monde d'un écho, d'une ombre parlée. Parler, c'est d'abord ouvrir la bouche et attaquer le monde avec. C'est savoir mordre. Le monde est par nous troué, mis à l'envers, changé en parlant. Tout ce qui prétend être là comme du réel apparent, nous pouvons l'enlever en parlant. Les mots ne viennent pas nous montrer des choses, leur laisser la place, les remercier poliment d'être là, mais d'abord les briser et les renverser. La langue est le fouet de l'air, elle est aussi le fouet du monde qu'elle désigne. Parler, c'est faire l'expérience d'entrer et de sortir de la caverne du corps humain à chaque respiration. Il s'ouvre des galeries, des passages non vus, des raccourcis oubliés, d'autres croisements. On avance en écartèlement, il faut traverser par des chemins incompatibles, les franchir d'un seul pas, à l'envers et d'un souffle. On progresse en creusement antagoniste de l'esprit, en lutte ouverte. C'est un travail de terrassement dans le souterrain mental. Nous, les parlants, nous creusons la langue qui est notre terre. La parole avance dans le noir. L'espace ne s'étend pas, mais s'entend. Par la parole, la matière est ouverte, percée de mots. Le réel s'y déplie. L'espace n'est pas un lieu décor. Il n'est d'aucun soutien pour nous. Notre chair, la langue, ne vient pas nous relier, attacher l'un à l'autre nos sentiments et opinions, mais s'ouvre devant nous comme un champ de force, comme un théâtre magnétique. Tout au fond, la parole n'est pas humaine, elle n'a rien d'humain, c'est une antimatière soufflée qui fait le drame de l'espace apparaître soudainement devant nous. On voit ici dedans comme dans la vraie matière. La parole se souvient, annonce et transmet. Elle nous traverse et passe par nous sans qu'on sache.
Les mots ne sont pas des objets manipulables, des cubes agençables à empiler, mais des trajets, des souffles, des croisements d'apparence, des directives, des champs d'absence, des cavernes et un théâtre de renversement. Ils contredisent, ils chutent. La langue ne saisit rien, elle appelle. Non pour faire venir, mais pour jeter de l'éloignement et que vibre de la distance entre tout. Elle prend sans prendre, éloigne, approche. Elle maintient au loin et touche. Il y a une dynamique verbale, une physique antiphysique, un drame géologique de la parole. Le langage est une terre, un sol. Ici sont des ondulations, là des traces, des failles, ici des soulèvements, des entrailles, des plis, là des effondrements, des gouffres, ici des poussées. La langue est une matière innommable, invisible et très concrète, sédimentée. Elle bat, elle ondule, elle va, elle vient. On est dedans, comme dans le théâtre de la matière universelle. Le mot humain est une prophétie d'animal. La parole appelle, mais ne nomme pas. Le français le dit, nous ne nommons pas les choses, nous les appelons. Nous les appelons parce qu'elles ne sont pas là, parce que nous ne savons pas leur nom. Si nous appelons les choses, c'est parce qu'elles ne sont pas vraiment là. Nous ne sommes pas des bêtes parlantes qui s'expriment, mais des animaux de prophétie. Prophète, nabi vient du verbe naba, qui veut dire appeler. Les prophètes sont des appelants. Et ça, alors, ça me fait penser à cette petite carte postale qui vient du théâtre de la Joliette à Marseille, que j'avais d'ailleurs publiée sur Facebook et qui avait fait l'objet de pas mal de commentaires avec des gens qui avaient répondu à ces questions. C'est Claude Ponty, dans Questions d'importance, qui posait les questions suivantes. Et c'est en lien directement. Comment s'est appelé le premier être humain? S'est-il appelé? Ou bien l'a-t-on appelé? Et si on l'a appelé, a-t-il répondu? Et s'il s'est appelé, s'est-il répondu? Je conçois, c'est peut-être un petit peu obscur, mais le but c'est de se laisser porter par la matière des mots. Les mots. Les mots précèdent les choses. Au commencement, il y a leur appel. Au commencement, ce n'est pas l'être qui est, mais l'appel. L'être lui-même n'a jamais été que la première des choses appelées. Il y a un appel dans la parole humaine et une attente dans la pensée. Tout ce dont nous disons le nom manque. Penser, parler, n'est pas émettre des idées, les enchaîner, les dérouler, mais conduire toute la parole jusqu'au seuil et jusqu'à l'envers des mots. Il y a une pensée sous la pensée qui dit toujours « Va jusqu'où les mots rebroussent chemin ». Aller à la lisière, franchir une rive, passer d'une rive, d'un seuil à l'autre, c'est le mouvement respiratoire profond, le pas, la marche, l'élan de notre esprit qui est esprit de traversée. Penser n'est pas avoir des idées, jouir d'un sentiment, posséder une opinion, penser. C'est attendre en pensée, avoir corps et esprit en accueil. La pensée ne saisit pas, ne possède rien. Elle veille, elle attend. La parole ne se communique pas comme une matière marchande, comme une denrée, comme de l'argent. Elle se transforme, elle passe et elle se donne. Vivante de l'un à l'autre, la parole est un fluide. Elle passe entre nous comme une onde et se transforme de nous avoir traversés. C'est le don de parler qui se transmet, le don de parler que nous avons reçu et qui doit être donné.
le don d'ouvrir par notre bouche un passage respiré dans la matière, le don d'ouvrir par notre bouche un passage dans la mort. Nous portons le monde dans notre bouche en parlant. Il y a, par le langage, une scène où il apparaît que la matière n'a plus aucun poids, qu'elle est vaincue. Il y a un théâtre hors lieu, où la parole, la matière de la mort, est brisée et ouverte. Il y a un endroit où rien n'offre plus aucune résistance devant la joie. Notre mot, n'importe quel mot, le plus petit des mots, n'importe lequel, est le levier du monde. Il soulève la matière de la mort. La parole sur le monde, elle vient enlever son cadavre. Nous parlons de ce qu'on ne peut pas nommer. Très précisément, chaque mot désigne l'inconnu. Ce que tu ne sais pas, dis-le. Ce que tu ne possèdes pas, donne-le. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Alors voilà, devant la parole. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce texte de Novarina et puis des précédents aussi, sur le rapport à l'écriture. Moi j'ai un grand faible pour l'écriture. J'aime écrire, j'aime les mots, j'aime lire, j'ai toujours aimé lire. Mais le texte de Novarina m'a permis d'appréhender les mots de manière différente, d'essayer de saisir de manière plus corporelle, plus émotionnelle, la résonance qu'ils pouvaient avoir, en me laissant porter par leur pouvoir en fait, et par leur musicalité. J'aimerais bien savoir, avoir votre avis. J'aimerais bien savoir comment, pour ceux qui écrivent, comment vous écrivez et aussi quel rapport vous entretenez avec la parole, pas forcément écrite, la parole orale aussi. Quelle résonance sont les mots pour vous dans le quotidien? C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup pour ne rien dire, je trouve. Moi la première, hein, attention. Mais qu'il y a un pouvoir dans les mots, il y a un secret dans les mots, dans la sonorité, dans le langage qui est quand même un organe vivant et qui est très, très ancien, qui nous vient de loin, qui est un acquis pour nous. Un acquis dans le sens où on apprend à parler et en même temps, une fois qu'on a appris à parler, eh ben, c'est comme si c'était un acquis, qu'on n'avait plus rien à apprendre des mots. Alors voilà, est-ce que vous aimez interroger les mots? Quelle relation vous entretenez avec les mots? Ça m'intéresserait de savoir, si pour ceux que ça branche de me répondre, je lirai toutes vos idées et tous vos commentaires et aussi comment vous avez l'habitude d'écrire si vous écrivez. Voilà, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle relation corporelle vous êtes avec votre propre corps, comment vous êtes posé, comment vous vous laissez traverser par les mots ou bien comment est-ce que vous allez les chercher. Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui faites une démarche pour aller les trouver? Est-ce que c'est facile? Pas facile? Peut-être ça dépend des moments. Voilà. Le débat est ouvert.